Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Questions d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça fait plus de 6 mois. Des voix s'élèvent pour qu'on puisse surseoir à l'état des sièges. Est-ce que c'est une bonne option? Qu'est-ce qui est derrière cette façon de voir les choses? Est-ce que depuis que l'état des sièges a été institué par le chef de l'État, est-ce que les choses avancent sur le terrain? Est-ce que la situation sécuritaire, il y a des améliorations sur le plan sécuritaire dans les deux provinces concernées par l'état des sièges, à savoir la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri? Est-ce qu'il y a des avancées? Et c'est autour de ces faisceaux de questions que nous allons nous entretenir. Et j'ai invité pour vous M. Freddy Mulumba Kabwa. Il est directeur général de la RTNC, en même temps chercheur, si je le prends en tant que chercheur précisément. Merci Freddy d'avoir répondu à notre invitation. C'est cher ami. À côté de Freddy Mulumba, nous avons le professeur Kazumba Chitea. C'est une figure bien connue dans les milieux scientifiques. Il est doyen de la faculté des sciences politiques administratives à l'université de Kinshasa. Soyez les bienvenus, professeur. Merci. Première question, beaucoup d'agitation au sein de la classe politique, des notables de l'Ituri, même ceux du Nord Kivu. Certains notables sont en train de réclamer qu'on puisse surseoir à l'état des sièges, qu'on revienne à la case de départ, qui est un gouverneur civil dans la province du Nord Kivu, un gouverneur civil également dans la province de l'Ituri, parce que pour eux, l'état des sièges n'apporte pas de solution escomptée. Freddy Mulumba, est-ce que vous partagez cet avis, vous en tant que chercheur? Je pense qu'on a fait un travail avec le prof Kazumba depuis 2013 sur la guerre à l'Est, jusqu'à publier les livres que vous avez là, vous allez les citer. Je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi est du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça signifie que ceux qui viendront après nous vont lui donner raison. Pourquoi? Regardez, ça fait plus de 20 ans qu'il y avait instabilité à l'Est. Des guerres à répétition, pour ne pas dire des guerres d'usure. Il y a à peu près 10 millions de morts. Un génocide oublié. Un génocide silencieux. Oublié par la communauté internationale. Et avant que le président prenne signe le décret sur l'état de siège, on tuait chaque jour. Je dis chaque jour. Nous, on a fait une conférence sur ça avec les députés du Kivu et de l'Ituri. On en avait marre. Mais les morts continuent, il y a l'état de siège aujourd'hui, mais les morts continuent. Je m'explique, ici nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des scientifiques. Chaque jour, à Beni, Butembo, il y avait 500 morts. Curieusement, même la RTNC n'en parlait même pas. Curieusement. Mais ailleurs, on voit toujours des cadavres, des têtes coupées, des populations qui se déplaçaient. Mais aujourd'hui, les médias publics sont à l'affût de l'information. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a pris les choses en main. Je pense que la liberté, il faut qu'elle s'impose. Hein, on ne peut pas l'avoir comme ça, la liberté d'expression. La RTNC aujourd'hui informe notre peuple sur ce qui se passe à l'Est. Donc je disais que le président Tshisekedi est du bon côté de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un plan de la balkanisation. Voilà l'importance de rappeler l'histoire. Vous avez commencé avec la guerre de l'AFDEL. La guerre d'AFDEL en 1987, ça avait une mission: comment couper le Congo en morceaux et les piller. Mzee Laurent Désiré Kabila déjoue le coup. Le 2 août 1998, la guerre éclate encore. La nouvelle agression. Oui, avec le RCD. Après ça, on est parti à Sun City, malgré la présence des Congolais à Sun City. Kunda est revenu à Bukavu. Vous voulez parler de Kunda Batware? Kunda Batware, les seigneurs de guerre. 2004. Et après 2004, le CNDP est apparu. Après CNDP, M23, qui est toute une prolongation. Donc, quand vous prenez AFDEL, RCD, Kunda Batware avec CNDP, et aujourd'hui M23 avec les Makenga et les autres. Il y a toute une continuité. Ce qu'on appelle la guerre d'usure. On fatigue le peuple, on fatigue les hommes politiques. À la fin, vous dites, nous sommes fatigués, acceptons
que le Congo disparaisse. C'est ça l'enjeu. On va y revenir. Attends, j'arrive encore. Quand je dis le président, 30 secondes parce que je dois prendre le président, tu sais qu'il est du bon côté de l'histoire parce qu'il a sauvé le Congo de la balkanisation. Donc pour vous, c'est une bonne option prise par le chef de l'État. C'est la meilleure. De décréter l'état de siège dans les deux provinces. C'est la meilleure. Et Nord Kivu. Votre avis, professeur Kazumba? Je pense que mon avis rejoint celui du DG Freddy. D'abord, l'état de siège est constitutionnel. Ce n'est pas le président de la République qui l'a inventé. Il est constitutionnel. Il a été décrété de manière régulière et constitutionnelle. Et si aujourd'hui, pour des raisons peut-être que nous aurons le temps d'évoquer, nous ne pouvons pas d'emblée dire que c'est une mauvaise chose. Il faut l'arrêter. Mais c'est ce que disent certains notables de l'Ituri, notamment des députés nationaux. Il y a eu même au cours des plénières à l'Assemblée nationale, ils ont dit que c'est mieux d'arrêter avec l'état de siège parce que les décomptes, le nombre de morts ne fait que s'accentuer. D'autant plus qu'il y a l'état de siège, il y a des centaines de morts qui ont été enregistrés. C'est comme si les militaires ne font rien sur le terrain. Ça, c'est facile à dire. Mais la complexité de la situation sur le terrain fait que vous ne pouvez pas rester à Kinshasa en train de pérorer pour dire que ça marche ou ça ne marche pas. Non. Moi, je fais l'Ituri. Je fais le Nord Kivu, je fais l'Ituri chaque année parce que je suis professeur à l'université de Bunia depuis au moins 11 ans. Donc, avant l'état de siège, j'ai visité le territoire, la province. Après l'état de siège, je visite. J'en viens, ça ne fait même pas un mois que je viens de là. Et la situation est morose quand même à Bunia parce qu'il y a des grèves, peut-être on ne parle pas trop. Il y a eu grève de 3 jours de commerçants qui n'ont pas ouvert leurs boutiques parce qu'ils réclament le retour de la paix dans cette partie du pays. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je rentre dans l'histoire, peut-être que vous trouverez ça dans notre ouvrage là-bas, quand j'avais rédigé l'article. Nous avons connu l'opération Artemis. Dirigée par les Français. Dirigée par les Français. C'est en quelque sorte un état de siège qui n'a pas dit son nom. Parce que tout avait été gelé. Les Français n'ont pas remplacé les Congolais qui étaient là-bas, mais est-il que un état de siège, par définition, implique un certain gel de certains droits que l'on appelle fondamentaux. Vous ne pouvez pas, pendant l'état de siège, concrètement, on réduit la liberté des mouvements. Vous ne pouvez pas vous promener n'importe où, n'importe quand. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, comme vous voulez. Pas du tout. Mais c'est ce qui se fait, mais en réalité, on ne sent pas, une certaine opinion ne sent pas vraiment... Moi, j'ai été là-bas. Si je vous dis que l'état de siège est une bonne chose, je ne vous dis pas que c'est une bonne chose dans son application. Est-ce qu'en amont, cet état de siège avait été suffisamment préparé et élaboré? On va y revenir, c'est dans les conclusions de cette émission, on va y revenir. Freddy Mulumba, quelles sont les motivations? Parce qu'en Ituri, par exemple, il y a des groupes armés, notamment à côté justement des ZDF, il y a des groupes armés locaux. J'ai fait allusion ici au Codeco, j'ai fait ici allusion au FPIC Chinyamulima, qui sont en train de revendiquer certains meurtres, certains assassinats, certaines attaques. Quelles sont les motivations profondes de la situation d'insécurité qui sévit, notamment en Ituri, entre guillemets, de la guerre que la RDC enregistre dans cette partie du pays, les motivations de ces groupes armés? Oui, ne voyez pas les groupes armés. Qui sont derrière ces groupes? Vous avez en Ituri, il y a beaucoup d'or. Dans le Nord Kivu, il y a le coltan. L'or et le coltan, l'or est raffiné, bien entendu, à Kigali,
mais aussi à Kampala. En Ouganda, du côté de l'Ituri. Oui, oui. Et vous avez le coltan qui est raffiné à Kigali. Mais vous allez vous rendre compte que sur les territoires ougandais, tout comme rwandais, il n'y a pas de désordre. Les guerres se trouvent au Congo. Et une question, tous ces rebelles, tous ces bandits passent par où? Par le Rwanda et par l'Ouganda. En fait... Quand vous parlez des bandits, vous faites allusion aux ZDF, les rebelles... Oui, tous ces gens sont des bandits. Donc, ils ne travaillent pas au Rwanda. Maintenant, je pense qu'ils ont fait un coup en Ouganda. Mais ils sont présents chez nous. Vous parlez de l'attentat qu'il y a eu avec 3 explosions. Ils viennent d'où? Ils passent par où? Ça signifie que quand le Congo est instable, le Rwanda et l'Ouganda sont stabilisés. Leurs problèmes sont exportés au Congo. On pille l'or, on pille les minéraux de coltan cassitérique avec la complicité des élites congolaises qui réclament ce qu'on appelle, qui réclament la fin de l'état de siège. Parce que avec ceux-là qui réclament l'état de siège, ils sont complices. Ils sont complices. Ils sont des mèches avec les rebelles ougandais de la quand la guerre EDF. Quand la guerre s'installe longtemps, il y a l'économie de la guerre. Donc, si vous partez à Goma, vous partez à Beni, on construit. C'est normal. C'est ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Et ça, c'est du côté interne. Les Rwandais, l'Ouganda ont besoin d'un Congo instable pour que les régimes soient stables. Mais il faut aller plus loin. Il y a une forte demande de l'or sur le marché international. Parce qu'il y a une crise économique et financière qui va éclater bientôt. Tous les hommes d'affaires préfèrent donc mettre leur argent épargné dans l'or. Donc la demande de l'or sur le plan international est beaucoup plus élevée. Ça, c'est du côté de l'or. Et vous avez l'autre côté, la révolution numérique. Et coupler la transition énergétique. On a besoin des minéraux, coltan, lithium, qui se trouvent chez nous. Donc, tous les hommes d'affaires, tous les mafieux du monde viennent de prendre, avec la complicité du Congolais bien entendu, ils pillent, ils exportent à travers le Rwanda et l'Ouganda, ils achètent des armes, ils reviennent avec. Mais donc, Lumba, je m'explique. Ah oui, rapidement, parce que j'ai une question à vous poser. Tu vas poser la question. Quand le président a décidé l'état de siège, tous les réseaux ont été mis en difficulté. Voilà pourquoi ces gens réclament qu'on mette fin à l'état de siège. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment le Congolais, ils aiment les gens du Kivu ou bien de l'Ituri. Parce que les affaires ne marchent plus comme auparavant. Professeur Kazumba, les motivations profondes de cette guerre, donc, c'est les richesses de la RDC dans cette partie, dans sa partie est. Et pourtant, quand vous suivez de près Codeco, FPIC, Ketinia, Moulima, ils n'ont pas de revendications claires par rapport à leur sale besogne. Oui, ils peuvent dire, vous pouvez constater qu'ils n'ont pas de revendications claires. Parfois, ils se réfugient dans les clivages ethniques. Les Ema et les Lendu. Les Ema, les Lendu. Mais c'est pas ça. La véritable lutte, c'est autour de l'économie et du pouvoir politique. Vous contrôlez l'économie, vous arrivez facilement à contrôler le pouvoir politique. Et ce serait une grave erreur de dire que ce qui se passe là-bas repose sur les conflits ethniques entre celui-ci et celui-là. Mais c'est ce qui se passe sur le terrain, notamment à Ituri. Moi, j'ai visité les camps de déplacés, oui. N'est-ce pas? Les Ema sont très nombreux. Les déplacés comptent aujourd'hui par centaines de millions. Plus d'1,5 million de déplacés internes. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de camps de déplacés internes. Et voilà. Oui, mais dans ces camps, il y a aussi il n'y a pas que les Lendu, il n'y a pas que les Ema, il y a presque tout le monde dedans. Ça veut dire quoi? Presque toutes les tribus. Les gens qui viennent des Djougou, des Irumu, des Mahaï, ils se réfugient, soit ils se rendent tous vers Bunia, qui est aujourd'hui entouré parce que la guerre est arrivée jusque aux environs de Nizi. Nizi et Iga Barrière, c'est à peu près 50-60 km de Bunia. Là, ce sont des attaques sporadiques des groupes... non, l'insécurité. Les attaques sporadiques alimentent justement l'insécurité. Et vous ne savez pas quand est-ce que
ils vont opérer et tout le monde se réfugie, il rentre vite vers Bunia. Du côté de, si vous prenez la direction vers Beni Butembo, mais là aussi, on vous parlera des loups des montagnes. Les loups des montagnes. Oui. Ça veut dire? Qui sont les Lendo, qui vivent dans des montagnes. Et lorsque vous envoyez l'armée, les fantassins pour vous attaquer aux montagnes, écoutez, du point de vue de la stratégie militaire, mais là, ça ne marche pas. Il faut une force aérienne. Voilà, Freddy Mulumba, c'est une question très complexe. La sécurité dans la partie est de la RDC. J'ai votre ouvrage, un ouvrage collectif que vous avez rédigé ensemble. Ça veut dire que je vois la plume du professeur Kazumba à l'intérieur de cet ouvrage. Je vois également votre plume. En lisant, je sens que ça c'est Freddy, ça c'est le professeur Kazumba. La République démocratique du Congo face au complot des balkanisations et d'implosion. C'est un ouvrage publié en 2013. Voilà. Et 2013, ça fait pratiquement aujourd'hui 8 ans. 8 ans, oui. Est-ce que les sujets d'accord d'actualité aujourd'hui? Et cette guerre qui sévit dans l'Est, c'est une guerre avec comme objectif la balkanisation ou une guerre d'expansion? Oui, je pense qu'il faut placer cette guerre dans le cadre d'imitation géopolitique. Vous savez, il y a un monde libéral qui s'est effondré. Maintenant, l'État, tel qu'il a été construit depuis 1600, ce qu'on appelle les accords de Westphalie, tout était basé sur l'État-nation. L'État-nation, avec ses imitations, est en difficulté, n'est plus fonctionnel. Donc, nous, comme on a pris, on a copié, on a imité, on a importé l'État occidental qui était construit sur l'État-nation. Cet État s'est effondré. Voilà pourquoi à l'Est, il y a des désordres. Il n'y a plus d'État. Il y a des coins où on pouvait aller comme ça, il n'y a personne. Et comme l'État s'est effondré, les bandits se sont installés. Ça fait partie d'imitation géopolitique, mais aussi d'imitation interne. Parce que l'État tel qu'il a été construit, ce n'était pas l'État construit pour nous. C'était pour servir les intérêts étrangers et servir le capitalisme international occidental. Maintenant, ce modèle est fini. Voilà pourquoi les ordres à l'Est. Mais maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir que l'Occident, qui avait les monopoles et de l'argent, la violence, n'est plus seul. Donc nous quittons un monde où l'Occident était seul vers un monde multipolaire. Ça veut dire quoi? L'Occident travaille avec qui? Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez l'Inde, vous avez ce qu'on peut appeler BRICS, vous avez comment on appelle le pays, l'Iran, vous avez la Turquie, ce sont des puissances qui montent. Maintenant sur le terrain, c'est maintenant les rapports de force entre les États. Oui. Donc ce sont les mutations maintenant. On ne sait pas le monde de demain. Donc, le monde de demain se construit. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, en tant que penseurs, en tant qu'intellectuels, dans ces vides étatiques, dans ces mutations géopolitiques mondiales, qu'est-ce que nous proposons comme solution? C'est le fait qu'il faut que les Congolais, les élites congolaises africaines, repensent, réinventent un autre État, mais qui doit se placer dans ce monde d'imitation. C'est le fait que pas l'État qui fonctionne comme du temps colonial. Un État qui doit être construit avec le peuple, avec tous les voisins, mais qui doit jouer le rôle d'un État phare, ou bien de leadership. Le Congo... Mais ça, c'est très fort comme théorie, ça, c'est beaucoup de théories. Non, les Congolais ont besoin... Ce n'est pas la théorie. Puis s'arrêter dans la partie Est. Non, le problème, c'est quoi? Beaucoup de discours dans ce pays, il faut ceci, cela... Cher ami, l'erreur que nous faisons est la suivante. Si tu pars en Allemagne, en Amérique, en Chine, en Russie, tout est pensé. Chez nous, nous pensons qu'on peut se lever le matin, changer les choses. Tout est pensé. Ceux qui pensent sont des gens qui ne font pas la politique, qui analysent en parti pris, qui donnent les orientations aux hommes politiques. Un peu comme vous, chercheurs, oui, un peu loin de la politique. Un peu comme le professeur, parce que le prof, son travail, c'est celui-là, produire la pensée et les orientations. Donc, le travail a demandé aujourd'hui que les hommes politiques congolais africains écoutent les hommes de science. Malheureusement, on a l'impression que les élites africaines et congolaises sont ailleurs. On voit le pouvoir en termes de mangeoires et des honneurs.
En termes des mangeoires et des honneurs, en termes du gâteau qu'on doit se partager, professeur Kazumba, Oui. vous êtes dans, je vous retrouve dans ce livre, la balkanisation, et face au complot, donc la RDC face au complot de la balkanisation et de l'implosion. Cette thèse est encore d'actualité aujourd'hui, notamment dans la partie Est. Le plan de balkanisation est en cours. Mais comme Freddy venait de le dire, il y a un penseur, je pense que c'est Dan Rudjar, qui a dit que rien de ce qui s'est fait à l'extérieur ne peut se faire aussi longtemps que vous ne l'aurez pas réalisé dans votre propre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous rentrez tout à l'heure, vous êtes venu me prendre, vous entrez dans votre véhicule, c'est que avant que vous n'ayez démarré votre véhicule, vous l'avez déjà démarré dans votre tête. Et vous savez que le dispositif technique qui est en place obéit à ce qu'il y a dans votre tête. Voilà pourquoi la science, il n'y a aucun pays qui peut se développer en dehors de la science et de la technologie. Aucun pays, je dis bien, aucun pays ne peut se développer sans la science et la technologie. Quelle est la place de la science et de la technologie en République démocratique du Congo? On se met debout, oui, voilà, nous allons mettre une route ici qui va d'ici jusque là-bas. Alors que la route est un instrument de développement économique. On ne construit pas les routes. Mais à vous entendre parler, professeur, c'est comme si le gouvernement de la République n'accorde pas beaucoup d'importance aux hommes de science. Tout à fait. Ça, je peux le dire sans mettre les gants. Quelle est la place de l'homme de science? Vous n'êtes pas consulté. Il consulte qui dans l'élaboration? Peut-être qu'il faut formaliser ça en une cellule, parce que les gens qui constituent les cabinets politiques sont des professeurs comme vous, ce sont des chefs de travaux, des docteurs à thèse, et qui sont là et en train de conseiller, de donner des orientations, des idées aux politiciens. Oui, moi je suis passé par là. D'abord, quand un professeur rejoint ce milieu-là, il ne le rejoint pas pour le compte de l'université, il le rejoint pour son propre compte. Ça, c'est de un. Et puis de deux, qui l'écoute? Je fais l'Ituri chaque année, je présente un rapport sur la sécurité dans l'Ituri. Vous l'avez déposé chez qui, si ce n'est pas un secret? Il y a des choses que je ne dirai pas à la télévision. Je l'ai déposé en main Acquis de droit. Acquis de droit. Et ça fait combien de temps et il y a une suite? Oui, ça fait plus d'une année. Sans pas suite. de feedback. Classé sans suite. Oui. Freddy Mulumba, vous avez dit que l'option prise par le président de la République de décréter l'état de siège, c'est une des meilleures options. Mais sur le terrain, nous avons suivi avec vous aux informations, nous suivons de près l'actualité. Les fonds destinés aux opérations militaires dans les deux provinces, n'est-ce pas, sous état de siège, je vais dire le Nord Kivu et l'Ituri, la plupart du temps, ces fonds sont détournés. L'inspecteur général de FARDC a fait le tour de ces deux provinces et il a fait ce constat. Des militaires, des officiers supérieurs de l'armée sont aux arrêts. Ne voyez pas que c'est des bâtons dans le roue pour la bonne marche de l'état de siège? Non, je pense que le président lui-même l'a dit quand il était à Béni. La mafia s'est installée. Vous savez, quand la guerre arrive dans un pays, vous avez les vendeurs d'armes, de la drogue, et s'installe tout un système mafieux. C'est le cas de notre pays. Donc la plupart des gens qui détournent là ne sont pas des Congolais. Ah, je dirais que les colonels qui ont été présentés, les officiers qui ont été présentés, ce sont des Congolais, justement. Je m'explique. Allez-y. Ce sont des mercenaires. Congolais mercenaires. Je dis des mercenaires, Congolais ou pas. Ce sont des mercenaires. Voilà pourquoi ça patauge à l'Est. Les jours où on va mettre tous ces mercenaires hors d'état de nuire, cette guerre va terminer. Mais si tu vois les gens s'agiter, saboter l'état de siège,
c'est parce que l'armée parvenait à mettre la main sur les puits de diamants, les puits d'or et les puits de coltan. Voilà dans les difficultés maintenant. Donc l'armée, celle qui est censée défendre les intérêts vitaux. Je dis que l'armée a mis, quand je dis, donc l'État, du moins aujourd'hui, les bandits ne peuvent pas encore prendre l'or gratuitement comme ils le faisaient. Parce que l'armée protège les richesses du Congo. C'est ainsi que ceux qui étaient habitués à venir prendre les choses gratuitement, les minéraux gratuitement, commencent à crier. Allez à Kigali, allez à Kampala, vous allez voir, il y a des usines qui sont presque par terre parce qu'ils n'ont plus de minéraux comme auparavant. Maintenant, je pense qu'il faut voir cette question de la guerre à l'Est et les placer dans le cadre de la reconfiguration de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Il y a des affrontements entre les globalistes, mondialistes, ceux qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL, qui sont contre les États souverains. En face, vous avez des forces souveraines qui veulent garder leur souveraineté, leur liberté. Donc, en d'autres termes, nous sommes dans une deuxième guerre de libération pour maîtriser, pour contrôler nos minéraux qui, depuis 1885, ne nous appartiennent pas. Voilà le fond du problème. Ok, une guerre de libération, donc c'est une guerre par procuration. Ceux-là qui sont au front, ce sont des gens qui sont instrumentalisés. Non, au fond, notre armée est au front. Non, je veux dire les groupes armés qui s'attaquent aux intérêts... Non, les groupes armés sont entretenus à travers l'Ouganda, à travers le Rwanda, M23, prenons pour être un cas précis. Parce que notre drame dans ces pays, on ne lit pas. On n'a pas le sens de l'histoire. M23, quand ils sont partis, ils étaient avec le gouvernement en 2013 à Kampala. M23 avait présenté un plan de balkanisation, contrôlé là où il était pendant 5 ans. C'est avec le soutien de Mary Robinson, l'envoyé spécial des Nations Unies. Ah, mais ça c'est une forte déclaration. Je pense quelle est votre source? Parce que il y a eu les négociations justement. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Dans les cadres des accords d'Addis Abeba, tout ça, les mécanismes de suivi. Caïge, la vérité, la liberté a un prix. Qu'on aille vérifier dans des documents. Les déclarations de Mme Mary Robinson lors des négociations entre le gouvernement congolais et M23. Qu'est-ce qu'elle a déclaré? J'étais encore au genre le potentiel, j'étais le DG, donc j'étais les publications. J'étais général. Tout ce que j'ai dit là, ceux qui ont des doutes, aillent au potentiel, ils vont trouver la source. Les déclarations de Mary Robinson. Qu'est-ce qu'elle avait dit pour nous rafraîchir la mémoire? En fait, le gouvernement congolais refusait de négocier avec M23 qui était qualifié de force négative. Mary Robinson, parce que le M23 avait présenté un plan pendant 5 ans qu'il contrôle là, donc après la guerre de Goma de 2012, il fallait que le M23 contrôle cette partie pendant 5 ans. Et Mary Robinson conseillait au gouvernement congolais de négocier avec les forces négatives. Or, si l'État congolais, le gouvernement congolais, notre armée avait vaincu M23, c'est parce qu'il y a eu intervention. J'ai dit intervention, là, vous pouvez le vérifier. Il y a des grands hommes politiques. C'était qui et qui? William Hague, homme donc ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, et John Kerry, secrétaire américain, ont appelé au président Kagame, retirez vos troupes. Ça signifie quoi? M23, ce ne sont pas une force de Congolais. M23 a été soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Mais ce qui fait mal aux Congolais, c'est de voir que ceux qui nous font la guerre, nous sommes des victimes, mais on nous présente comme des bourreaux. Et à chaque moment... Alors la diplomatie n'est pas à marche. C'est ça que j'explique. Chaque fois, quand on négocie, c'est le Congo qui est perdant. Parce que vous négociez assis à genoux. Parce que vous avez dit, quand on échangeait justement... C'est parce qu'on ne s'est pas identifié. Vous avez dit que au niveau des États, c'est les rapports de force. J'ai dit, quand le rapport de force n'est pas non, je ne pense pas que les Rwandais et l'Ouganda, si on fait la guerre aujourd'hui, peuvent gagner le Congo. C'est l'erreur d'analyse. Derrière l'Ouganda et les Rwandais, il y a des forces. Ce qu'on appelle les multinationales. Ce qui est à la base de la guerre de l'AFDEL. Voilà la réalité. Et tant qu'ils ne sont pas capables d'être lucides et rigoureux, ce pays va disparaître. Donc, il faut identifier ceux qui sont
à la base de ce qui nous arrive et construire un rapport de force. Le premier rapport de force est intellectuel. C'est de construire ce discours qui passe partout. Le Congo est incapable, les Congolais sont incapables. Et Ils ne savent pas se mettre réinventer notre discours pour permettre à ce que la voix du Congo porte aujourd'hui le président Tshisekedi. Une chance exceptionnelle. L'histoire nous dira. Élection qui s'est passée ici, dans les calmes. C'est un coup de feu. Il est devenu président. Après un temps, président de l'Union africaine. Aujourd'hui, la voix du Congo est partout. Parce que le président Tshisekedi le porte. Voilà pourquoi j'ai dit, les rapports de force intellectuels, il faut que les penseurs, les journalistes parlent librement. Okay. Mais il faut aussi un rapport de force militaire. On négocie avec un homme fort, pas avec un faible. Tant que notre armée n'est pas très structurée, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Nous devons mettre des troupes. L'armée n'est pas encore structurée, on aura toujours des difficultés sur la ligne de front. Professeur Kazumba, vous estimez que la guerre que la RDC connaît, ou l'insécurité qui sévit dans la partie est de la RDC, je veux dire au Nord Kivu et en Ituri, il n'y a pas plus longtemps, il n'y a pas plus tard qu'hier, il y a 1 semaine ou 2 semaines, il y a eu l'incursion de Maï Maï jusqu'au cœur de la province du Sud Kivu. Donc il y a même l'effet de contagion vers d'autres parties de la République en termes d'insécurité. Dans la province du Tanganyika, il y a des Maï Maï qui se revendiquent là-bas, qui revendiquent certaines attaques. Vous pensez que cette guerre que la RDC connaît dans sa partie Est, c'est une guerre de procuration? Merci pour la question, mais je voudrais au départ vous dire que on tire un peu trop sur notre armée. On dit que cette armée ne vaut rien, n'est capable de rien. Mais je voudrais vous ramener à la sociologie des forces armées, vous faire comprendre que l'armée est un microcosme de la société. Dans le sens que toutes les contradictions propres à la société congolaise se retrouvent à un niveau microscopique au niveau de l'armée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée subit ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan social. Mobutu disait que l'armée, c'est l'émanation du peuple. Vous ne pouvez pas émaner de quelque part et oublier les contradictions caractéristiques de la matrice d'où vous sortez. Ça n'existe pas. Je prends un cas concret. Le tribalisme. Il y en a. La tribu, la tribalité, le tribalisme. Ce sont des produits naturels propres à la société congolaise. Oui, en tout cas, des mots qu'il faut combattre. Hein? Oui. Parce qu'ailleurs, c'est dépassé. Oui. Le monde est devenu un village cosmopolite, planétaire. Oui, le cosmopolitisme depuis Emmanuel Kant, c'est bien beau, on le proclame, mais sa réalisation n'est pas facile. Ça, autant vous le dire. Je reviens à l'armée. On tire à boulet rouge sur cette armée. Est-ce que vous savez que ceux-là qui nous font la guerre, comme le disait Freddy, ils nous ont mis sous embargo? Donc la RDC jusqu'à aujourd'hui est sous embargo et ne peut pas acheter les armes. Et hier ou avant-hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encore prorogé cet embargo jusqu'au 22 juillet, je pense, 2022. Et pourtant, les pays dans sa partie est... ils sont libres, ils s'approvisionnent. Tous les 9 pays s'approvisionnent librement. Voilà comment, à leur tour, ils approvisionnent les groupes armés, les Maï Maï, les Codeco, qui ont des uniformes neufs, qui ont des armes neuves et qui ont des munitions. Alors que le gouvernement congolais ne peut pas s'acheter une arme. Et pourtant, vous le disiez tout à l'heure, les armes, on les fabrique à partir de quoi? Des produits du sous-sol de la République démocratique du Congo. Et mon plaidoyer de chaque jour, c'est le plaidoyer en faveur de l'autosuffisance, non seulement alimentaire, mais militaire de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il faut former des militaires, il faut les... Il y a le volet formation. La formation que nous avons aujourd'hui avec nos militaires. Eh bien, il y a eu des cas
où les militaires étrangers sont arrivés ici, et ils s'étaient étonnés. Les Égyptiens, quand ils se sont trouvés devant la forêt congolaise, il n'y en a pas d'eux. Il n'y en a pas en Europe. Quand on vous parle de la forêt en Europe, ce sont... Donc nous avons des militaires bien formés, ce qui manque, c'est l'encadrement. L'encadrement, la prise en charge, c'est ça. Il y a aussi des problèmes au niveau de la formation des militaires. Est-ce qu'il y a une doctrine nationale congolaise propre aux forces armées de la République démocratique du Congo? Il y en a qui viennent de la Belgique, il y en a qui viennent des États-Unis. Donc il n'y a pas une formation homogène, ça veut dire non. On va y arriver, c'est l'armée. Freddy Mulumba, ça fait 20 ans, vous l'avez dit, que la RDC est sous une coupe réglée de la guerre dans sa partie Est, plus de 20 ans, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, et les morts se comptent par centaines de milliers. On continue à égorger à Beni, on continue à égorger de la pire manière à Ituri, parce que vous trouvez un cadavre, on va les découper à un petit morceau, quelqu'un qui est déjà mort, on coupe un petit morceau, on le découpe. Vous voyez les degrés de la cruauté dans cette partie de la République. Est-ce qu'un jour, cette guerre qui sévit à l'Est pourra se terminer? Elle va terminer. Ça fait partie de l'histoire des peuples. Ça prendra fin. Mais le problème, les profs viennent le dire ici, il faut une doctrine pour notre armée. Quand les gens se battent, ils se battent pourquoi? On dit ce que Moussa Kabila avait dit, il n'a jamais trahi le Congo. Il faut un fond philosophique. On doit mettre dans chaque Congolais militaire. Il n'a jamais trahi le Congo. Pour quelle raison? Ça, c'est un. De deux, il faut faire rêver le peuple. Le pays est tellement trop riche, trop grand, tout le monde nous envie. La donne est là. Si nous ne sommes pas forts. Ce n'est pas ça justement qui dit les Congolais parce qu'on dit nous sommes riches. Ce n'est pas une distraction. Parce qu'en Russie, avec Poutine, tu sais que la Russie est trop riche. On ne joue pas là-bas parce que Poutine a une armée. Donc c'est quand vous avez une armée forte, on nous respecte. Le Congo a une, comment dirais-je, une stature africaine. Donc il faut un leadership fort au Congo. Donc quand on parle du Congo, on voit des hommes debout, des hommes forts, conscients. Mais pour le moment, la plupart de nos élites sont des petites élites qui se contentent d'avoir une maison et une voiture. Ils te disent, et ça suffit. Il faut rêver. Il faut rêver quoi? Rêver grand. Du temps de Mobutu, quand on voyait un Congolais passer, il était en Abakos. Rappelez-vous les débats à Bruxelles entre Kamanda, Nimi, et qui encore Pinkassend. Mais ça a été quelle fierté! Donc, il faut réinventer, ça c'est Kamana qui le dit toujours, un autre imaginaire. Un imaginaire d'un peuple debout et non d'un peuple vaincu. Donc, depuis qu'on a connu l'esclavage, la tête négrière, nous avons cet imaginaire d'un peuple vaincu. Le pays est trop riche, il faut une rupture. Il faut construire des rêves de grandeur. Il faut une campagne de sensibilisation en amont. Non, non. J'ai dit une culture des rêves de grandeur. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des penseurs. Si vous partez aujourd'hui en Allemagne, vous trouvez des grands penseurs. Et tout Allemand, quand il te parle d'Hegel. Il ne vient pas guinéen. Dites-moi au Congo aujourd'hui, parle avec tous ces politiciens. Ils connaissent un penseur congolais? Nous avons Moudimbe, nous avons Ngal. Vous avez. Ça, c'est vous. Parlez aux politiciens là. Quel classique ces gens ont lu? Quel classique? Combien ont lu Mabika Kalanda, la remise en question? Combien? Ça, le fond du problème. Quand on va lire Mabika Kalanda, on a un esprit de grandeur. Mais comment va-t-on rêve Mabika pendant qu'on a des problèmes de ventre? Oui, mais écoute, on n'a pas encore résolu la question de ventre. Caïge. Oui, oui. Il faut un ventre affamé n'a pas d'oreille. Il faut retenir une leçon. C'est pendant des périodes difficiles que les génies émergent. Les génies n'émergent pas quand tout marche bien. Professeur Kazumba, un autre livre, Conflit armé en Ituri, la problématique de sa prévention et de sa gestion. Un jour, cette guerre pourra se terminer. Pourquoi pas? Il faut y mettre le cerveau et les moyens. Mais avoir les tableaux de détournement, de trahison.
Bon, il y a à boire et à manger aussi dans cette question de détournement et de trahison. Ça fait partie d'une politique de démobilisation et des militaires et des citoyens congolais. Mais les grands problèmes, les militaires qui sont arrêtés, au même titre que les civils, trempés dans les détournements, on les présente à la télévision, mais jamais on nous a présenté qu'ils ont reversé le fonds détourné dans les trésors. Mais les civils non plus, tous les civils qu'on nous présente comme ayant détourné de l'argent, ils en ont remis combien dans la caisse de l'État? Aucun. Et en plus de cela, vous savez que les militaires, les officiers qu'on peut nous plus, l'armée c'est la grande muette. Hein. Ils se taisent. Mais lorsque vous les prenez en aparté, ils ont beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe dans l'Ituri. Beaucoup de choses à dire. Mais comme c'est une grande muette, ils ne parlent pas. Et on dirait que ce sont des innocents mouets, pour ainsi dire. Nous sommes en train de chuter, terminer cette émission. Freddy Mulumba, de prorogation en prorogation. Estimez-vous qu'il faille continuer à proroger l'état de siège indéfiniment pendant que, entre guillemets, selon certains avis, il n'y a pas encore de résultats escomptés et attendus. Parce qu'on continue à tuer, on renforce les effectifs, mais apparemment, il n'y a pas encore de solution à cette question de sécurité. Je pense que le chef de l'État était très clair. On va mettre fin à la guerre. Si on prend fin, donc la guerre prend fin, c'est avec l'état de siège. Là, on peut l'enlever. Mais tant qu'il y a l'instabilité, on va aller jusqu'au bout. C'est une donne. C'est la meilleure des solutions. On n'a pas d'autre chose à faire. Mais il faut que les gens, je dirais, lisent les signes des temps. Qu'ils tirent les leçons de l'histoire. Qu'ils se mettent du bon côté de l'histoire. Sinon, on va les jeter dans la poubelle de l'histoire. Je veux dire quoi? La classe politique congolaise, les élites congolaises doivent comprendre, ça c'est un processus. On vient de quitter un monde, et un autre monde qui s'ouvre. Donc il faut réinventer, qu'on abandonne le paradigme qu'on a eu pendant la guerre froide, de penser l'État-nation, de penser grande puissance. Tout est construction aujourd'hui. On a la chance, avec tout ce qu'on a comme richesse, population, donc place stratégique au cœur de l'Afrique, de devenir une puissance. Donc, il faut une volonté de puissance chez l'élite congolaise, que ce soit intellectuelle, politique, militaire, économique. Voilà la chance. Et c'est à tous les niveaux. Donc. À tous les niveaux. La volonté de puissance. On négocie avec un homme fort et non avec un faible. Voilà la leçon qu'il faut donner à tous les Congolais. Et à ceux-là qui détournent? Il faut les mettre en prison. Je pense que l'état de droit est là. Mais le problème, c'est quoi? Quand ton frère va voler l'argent, on les met en prison. Tu dis non. C'est telle communauté qui s'élève, non? Le maître, tout ça. C'est ça la grande difficulté chez nous. Donc ça signifie que jusqu'à présent, on n'a pas compris l'essence de l'État. Les biens communs. Donc quelqu'un vole l'argent de l'État, je vole les biens communs. On trouve normal. Oh non, non, les arts politiques. Les arts politiques étaient. Tu as volé les biens communs, on te met en prison. Mais là, il faut maintenant un soutien des journalistes parce que la presse joue un grand rôle. Ça signifie que quand quelqu'un a volé, vous donnez des arguments. Vous faites parler les juristes ou bien les magistrats. La population comprendra. Mais quand la presse, les journalistes prennent position parce qu'ils ont touché l'argent pour soutenir un voleur, un détourneur, voilà le problème. Là, ça devient compliqué. Professeur Kazumba, nous sommes en train de terminer. Piste de solutions pour la situation d'insécurité dans l'est du pays. Il faut une armée très forte. Mais c'est la chanson de tous les jours. Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. La guerre, ça fait 20 ans. Et je veux que cette chanson se transforme en réalité. La chanson, c'est tous les jours, mais qui ne correspond pas à la réalité. La réalité est que notre armée, elle est encore faible. Pour différentes raisons. Il y en a qui la veulent faible. Non, peut-être elle est forte, mais ce sont les animateurs, le commandement qui n'est pas le commandement opérationnel. Vous savez, la force d'une armée, comme l'a dit le général Boffre, qui est un grand stratège, réside dans la discipline de cette armée et dans les rapports entre le commandement et la troupe. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, il y a une sorte de gap entre le commandement
et la troupe. Parce qu'il y a des tournements. Bon, on parle beaucoup de détournement de l'argent de l'armée. Est-ce que tous les officiers qui construisent dans la ville de Kinshasa ont pris l'argent dans l'armée? Non, ils prennent l'argent dans les puits d'or, de coltan et de tout. Je pense que non. À l'Est. Ça, c'est évident. Mais au niveau de la population, parce que Codeco, ce sont des civils qui sont enfouis au sein de la population. FP qui construit des éléments, ce sont des jeunes gens du coin. Vous avez été à Ituri, ce sont des civils. Ils vivent des retombées. Mais quel message adressé notamment à la population de l'Ituri, surtout ceux-là qui collaborent avec les groupes armés? Bon, je ne peux pas envoyer un message comme ça. Je dois d'abord savoir qu'est-ce qui les motive. Pourquoi est-ce qu'ils doivent collaborer? Ce sont nos enfants. Avec tel ou tel contre leur État. C'est ça aussi le problème. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent de cette manière-là? Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour y mettre fin? J'ai assisté à certaines discussions avec les chefs des groupements. Vous vous mettez d'accord, partez, faites ceci à votre niveau, nous allons faire ceci à notre niveau. Ils partent, ils font juste le contraire. Alors, comment mettre fin à l'insécurité? Il faut un État fort. Une armée forte. Une armée forte. Et c'est l'armée qui fait la force de l'État. Une armée motivée. Bien hyper sûr. motivée. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, j'ai à ma main plusieurs ouvrages. Les forces armées en RDC, essai d'analyse sociopolitique et stratégique du professeur Kazumba Chitea, qui est en face de moi. Et il y a d'autres ouvrages ici. Je vois les conflits armés en Ituri. Je vois un autre ouvrage, Kivu RDC, la paix à tout prix, la conférence de Goma. C'est un livre de Jean Passy. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés qui donnent des pistes de solutions à la situation d'insécurité qui sévit dans la partie est de la RDC. Si vous en avez besoin, veuillez passer à la RTNC. Vous allez vous en procurer. Merci à Freddy Mulumba. Je sais que c'est une première émission. On en aura d'autres sur cette question. C'est une question, une épineuse question, une question qui demande beaucoup de temps d'analyse, n'est-ce pas? Merci au professeur Kazumba. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté de Sciences Po à l'université de Kinshasa. Freddy Mulumba, il est directeur général de la RTNC et en même temps chercheur. Il a plusieurs publications à son actif sur la balkanisation, le plan de balkanisation de la RDC. C'est depuis 2011, 2012, 2013 qu'il dénonce cette façon de voir les choses. Au Congolais de se réveiller pour accompagner le FARDC dans la traque contre les groupes armés dans le nord et la province de l'Ituri, deux provinces sous état de siège. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur votre télévision.